intitulé « Les tumeurs ovariennes, les kystes et les tumeurs ovariennes ». Concentrez-vous, c'est un cours très important. Donc, je vais passer le plan. C'est un cours très important. Si vous allez vous concentrer surtout la partie rappel anatomopathologique des tumeurs ovariennes, vous allez comprendre la différence entre les différents types de généralités. Il faut savoir que les tumeurs ovariennes, c'est un motif de consultation fréquent. Il s'agit souvent de kystes fonctionnels. À la fin de ce cours, vous allez pouvoir une tumeur ovarienne, un kyste fonctionnel, un kyste bénin, un kyste organique, un kyste malin, etc. La hantise du gynécologue, c'est bien de passer à côté d'un cancer de l'ovaire, puisque vous allez voir, le cancer de l'ovaire, c'est un cancer, c'est vrai qu'il est rare, mais c'est un cancer très grave parce que le plus souvent découvert très tardivement. C'est un problème difficile. C'est le SOGIC, il représente 5% de l'ensemble des cancers. Si on fait un petit diagramme, vous allez me dire quand même, une femme sur 70, c'est pas vraiment fréquent, mais si l'ovaire il est longtemps asymptomatique et il n'y a pas de dépistage. Pourquoi il est longtemps asymptomatique? Parce que donc c'est un organe, c'est un petit organe au sein d'une grande cavité et les signes sont vraiment atypiques. Il n'y a pas de signes pathognomoniques. Il va se développer comme ça à petit feu et lorsqu'il va se révéler, ça sera le plus souvent tardivement avec une extension locorégionale. Et en plus, c'est un cancer agressif. Il est agressif. Voilà. On va voir quelques définitions. Donc, les kystes ovariens fonctionnels. C'est quoi les kystes ovariens fonctionnels par rapport aux tumeurs ovariennes? Ce sont des formations à contenu liquidien. Elles sont toujours bénignes. Elles sont liées à un dysfonctionnement hormonal qui va provoquer la transformation soit d'un follicule ou bien d'un corps jaune physiologique en un kyste au-delà de 3 cm de diamètre. C'est-à-dire que le kyste fonctionnel, c'est pas une néoformation, c'est pas un tissu nouveau. C'est à la base un follicule, donc, et on va voir par la suite d'un kyste fonctionnel folliculaire, ou bien d'un corps jaune, et on parle d'un kyste ovarien fonctionnel lutéal, qui sont à la base une formation qui fait partie de l'ovaire. Et donc, elle est toujours bénigne parce que ce n'est pas une néoformation. Et on parle d'un kyste à partir de 3 cm de diamètre. Par contre, les tumeurs ovariennes, c'est un processus prolifératif d'aspect qui peut être kystique, donc ça peut être un kyste, ou bien solide, c'est-à-dire une tumeur solide, organique, ou bien végétant, c'est-à-dire une partie kystique au sein de laquelle font saillir des petites végétations tissulaires. Elle peut être, la tumeur ovarienne peut être bénigne ou bien maligne. Il peut être primitif ou bien secondaire, ce processus, c'est-à-dire de l'ovaire, soit une métastase d'un autre premier. Il y a des tumeurs qui sécrètent des œstrogènes, il y a des tumeurs qui sécrètent des androgènes.
et dont la croissance n'est pas liée à un dysfonctionnement hormonal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répercussions sur le cycle menstruel. Rappel anatomo-histologique de l'ovaire. Donc, l'ovaire, qui sont les gonades, les deux gonades génitales femelles, ce sont des petites formations blanchâtres, comme le montre l'image cœlioscopique, en forme d'amande, pesant 6 à 8 grammes chez l'adulte. Sa fonction est double, ça vous le connaissez, la fonction exocrine, l'ovulation, la fonction endocrine qui est la sécrétion hormonale. Donc, tout ça, vous le connaissez. Et voilà une vue cœlioscopique d'une tumeur ovarienne, d'un kyste ovarien de 7 cm. Donc, vous voyez, ici, c'est le rectum. En deux, il y a l'espace virtuel qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas. En haut, ici, vous avez le ligament rond. Vous avez la trempe et vous avez le ligament utéro-ovarien. Donc, les trois éléments anatomiques qui constituent, qui s'insèrent au niveau de la corne utérine. Et ici, vous avez le kyste ovarien. Donc, vous voyez la différence du volume par rapport à l'ovaire droit. De l'ovaire, c'est important de connaître l'histologie de l'ovaire. Pourquoi? Parce que chaque tissu, chaque couche tissulaire va pouvoir donner naissance à un type différent de tumeur de l'ovaire, bénigne ou maligne, ou on va voir un troisième type qui est les tumeurs borderline. On a donc l'épithélium qui est la couche la plus externe. Il est cubique, il est simple et il va donner naissance aux tumeurs épithéliales. On a l'albugie qui est le tissu conjonctif juste qui contient les follicules de différentes taches, de différentes tailles, avec le stroma ovarien entre les follicules, c'est-à-dire le tissu conjonctif qui va assurer la nutrition des follicules. La zone médulaire située au centre, elle est formée par du tissu conjonctif lâche, des nerfs, des vaisseaux sanguins et lymphatiques, et donc ça peut donner d'autres types plus rares de tumeurs de l'ovaire. Chaque type cellulaire présent dans l'ovaire peut être à l'origine d'un développement de certaines formes de tumeurs, ça on en a parlé. On va prendre type par type, on commence par les kystes ovariens fonctionnels. Premier type le plus fréquent, c'est le kyste folliculaire. Donc, comme vous voyez, au lieu que notre follicule va se développer et va donner une ovulation, l'ovulation, elle ne va pas avoir lieu. Le kyste, il va augmenter de volume jusqu'à excéder les 3 cm. Et donc, ça va entraîner une absence de règles. Donc, par la suite, il n'y aura plus de règles. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas ovulation, il n'y avait pas formation de corps jaune, il n'y avait pas synthèse de progestérone et donc pas de chute de taux plasmatique de progestérone et donc pas de menstruation. Il dérive d'un follicule préovulatoire, mesure entre 3 et 8 cm. Il est de localisation corticale, très périphérique. C'est un simple kyste uniloculaire rond ou bien ovale. Il ne peut pas être multiloculaire est fine et son contenu est jaune citrin. Il est favorisé par certaines situations, surtout donc l'influence hormonale, une augmentation physiologique de la FSH suite à un stress par exemple, puisque vous savez que l'axe c'est un axe très très sensible, se perturber le moindre stress, ou bien une induction de l'ovulation, c'est-à-dire l'administration exogène, l'apport exogène de la FSH dans le cadre de l'induction de l'ovulation dans la stérilité, l'infertilité.
il régresse spontanément au bout de 2 à 3 cycles menstruels, c'est-à-dire qu'il va régresser spontanément sans qu'il y ait un traitement. Deuxième type, le kyste du corps jaune ou bien le kyste lutéal. Vous voyez que c'est notre corps jaune. Vous voyez ici qu'il y a eu ovulation. Donc ici, il y a eu ovulation et formation d'un corps jaune qui va se remplir de sang et il va donner un kyste rempli de sang. Voilà. Il est détecté durant la deuxième phase du cycle. Il est moins volumineux. Pourquoi? Parce que sa paroi est plus épaisse, elle est moins extensive, donc il ne peut pas supporter un volume important comme le folliculaire. Il est vascularisé, donc parce qu'il nourrir ce kyste lutéal. Son contenu est sanguinolent. Il peut présenter fréquemment des hémorragies intrakystiques par effraction des petits vaisseaux de la néovascularisation et kiff-kiff, il régresse spontanément. Il ne présente pas, il ne provoque pas une aménorrhée par la suite, c'est-à-dire que le cycle va normalement. On a terminé avec les deux types. Il n'y a que deux types de kystes fonctionnels. Maintenant, on va parler des tumeurs ovariennes. Concentrez-vous, kystes remplis de sang. Voilà. Il est détecté durant la deuxième phase du cycle entre J15 et J28, c'est-à-dire après l'ovulation. Il est moins volumineux. Pourquoi? Parce que sa paroi est plus épaisse, elle est moins extensive, donc il ne peut pas supporter un volume important comme le folliculaire. Il mesure de 2 à 7 cm. Sa paroi est souvent épaisse, elle est crénelée et très vascularisée, donc parce qu'il s'agit d'une néovascularisation de nouveaux vaisseaux qui vont nourrir ce kyste lutéal. Son contenu est sanguinolent. Il peut présenter fréquemment des hémorragies intrakystiques par effraction des petits vaisseaux de la néovascularisation et kiff-kiff, il régresse spontanément. Il ne présente pas, il ne provoque pas une aménorrhée par la suite, c'est-à-dire que le cycle va continuer avec un autre follicule normalement. La femme aura ses règles normalement. On a terminé avec les deux types. Il n'y a que deux types de kystes fonctionnels. Maintenant, on va parler des tumeurs ovariennes. Concentrez-vous un peu. Donc, j'ai remis l'image de la coupe histologique de l'ovaire. On a deux familles, les tumeurs ovariennes primitives, c'est-à-dire néoformations qui commencent au niveau de l'ovaire, et on a les métastases ovariennes secondaires, c'est-à-dire les tumeurs ovariennes secondaires, c'est-à-dire les métastases. Pour les tumeurs ovariennes primitives, elles peuvent être bénignes, c'est-à-dire complètement bénignes, elles peuvent être malignes, c'est-à-dire des cancers, comme elles peuvent être intermédiaires et l'anatomopathologiste n'arrive pas à faire la part des choses entre des tumeurs, entre une tumeur bénigne et une tumeur maligne. Et on va voir que la conduite à tenir, elle va suivre les principes de la prise en charge d'un cancer de l'ovaire. Pour les tumeurs ovariennes primitives, il y a trois types. Le premier type, comme vous voyez, il va naître de l'épithélium et donc ce sont des tumeurs épithéliales. C'est la forme la plus fréquente, elle représente 55% de l'ensemble des tumeurs de l'ovaire. On va donner comme exemple les tumeurs épithéliales séreuses et les tumeurs épithéliales mucineuses. Donc, c'est les plus fréquentes. Et donc, si on veut faire une synthèse pour ces tumeurs, ce sont des tumeurs qui naissent au niveau de l'épithélium. Lorsqu'elles sont bénignes, on parle d'un cystadénome. Lorsque ce cystadénome est à contenu séreux, on parle d'un cystadénome séreux. Lorsque
il est de contenu gélatineux, on parle de cystadénome mucineux. Lorsqu'il est malin, on parle d'un cystadénocarcinome, soit séreux, soit mucineux. Et lorsque c'est borderline, on parle d'une tumeur épithéliale borderline, séreuse ou bien muqueuse. Et il y a d'autres types. Je vous ai mentionné seulement les deux types les plus fréquents parce que l'anatomopathologie, c'est pas notre cours. Vous avez un cours d'anapath sur le cancer de l'ovaire, mais c'est juste pour faire la part des choses entre les différents types des tumeurs de l'ovaire. Deuxième type, ce sont les tumeurs germinales. Donc, les tumeurs germinales qui représentent 30% des cas. Donc, et troisième type, c'est les tumeurs stromales qui représentent 5 à 10% des cas. Donc, je vous ai mis cette planche pour vous expliquer c'est quoi les tumeurs germinales. Donc, ici, c'est la gonade primitive, la gonade chez l'embryon qui est asexuée. Au début, elle est asexuée. Elle contient les deux types de cellules féminines et masculines. Après, sous l'influence des hormones, il y aura différenciation donc en gonade masculin ou bien en gonade féminin. Vous voyez, pour le gonade féminin, on a ici les cellules germinales méotiques qui ne sont plus présentes ici dans l'ovaire adulte. Ça, c'est l'ovaire adulte. Ça, c'est l'ovaire dans la phase intra-utérine, pendant la grossesse. Vous voyez qu'après la naissance, il n'y aura plus de cellules germinales. Si ces cellules germinales vont persister à l'intérieur de l'ovaire, ça va donner par la suite naissance à une tumeur de l'ovaire de type germinal. Le type le plus fréquent, c'est le tératome. Le tératome peut être mature, c'est le kyste dermoïde. On va parler de ça par la suite. Ou bien le tératome immature, qui sont des cancers de l'ovaire. Ou bien ça peut être des tumeurs non tératomateuses. Il y a plusieurs types de tumeurs non tératomateuses germinales. Pour les tumeurs stromales, là, ce sont des tumeurs qui vont se développer au niveau du stroma cortical. Ça peut être des fibrothécomes, ça peut être des tumeurs à cellules de la granulosa, qui sont des tumeurs le plus souvent malignes et qui vont sécréter des œstrogènes, ou bien des tumeurs à cellules de Sertoli Leydig, et donc ce sont des tumeurs sécrétantes virilisantes qui vont sécréter des androgènes et entraîner un syndrome de virilisation. Et pour les métastases, ça peut être d'origine utérine, mammaire, digestive, pulmonaire, cérébrale, des lymphomes donc secondaires, etc. Donc ça, c'est une planche que vous devez connaître par cœur pour pouvoir par la suite prendre en charge une femme qui présente une tumeur ovarienne. Un cas particulier, celui de l'endométrium. Donc, l'endométrium, c'est l'endométriose ovarienne. C'est une endométriose externe. Donc, on a, suite à un reflux tubaire, il y a une installation de certaines cellules qui vont s'accoler à la paroi, à l'albuginée de l'ovaire et qui va s'invaginer à l'intérieur et qui va entraîner la formation d'un kyste qui va se remplir de sang. Et comme la paroi kystique, c'est de l'endomètre ectopique, ça va saigner à chaque menstruation et le saignement va s'accumuler et le kyste va augmenter de taille à chaque fois. Donc, ce n'est pas une tumeur organique, ce n'est pas une tumeur fonctionnelle, c'est tout simplement un tissu ectopique endométrial implanté au sein de l'ovaire. Voilà. La physiopathologie, donc des petites précisions physiopathologiques. On a les facteurs de risque de cancer de l'ovaire, on a les facteurs génétiques. 5 à 10% des cancers de l'ovaire concernent les femmes porteuses de mutations de type BRCA1 ou 2, ou bien le syndrome de Lynch, c'est-à-dire sur 100 femmes atteintes de cancer de l'ovaire, il y a 5 à 10 femmes qui portent soit le gène BRCA1
1, soit le BRCA2, ou bien le gène codant pour le syndrome de Lynch avec association de plusieurs cancers. Et c'est une forme familiale, donc il y a de la même famille, il y a plusieurs parents de premier ou bien de deuxième degré qui portent des cancers de l'ovaire, de l'endomètre, du sein, du côlon, etc. Les situations d'hyperœstrogénie relative, et là je précise bien, ce n'est pas une tumeur hormonodépendante, mais il y a des situations qui vont augmenter le nombre d'ovulations et donc la paroi de l'ovaire va être beaucoup plus sollicitée, beaucoup plus cicatrisée et donc lorsqu'on a un processus d'ovulation-cicatrisation, ovulation-cicatrisation, il y aura donc un risque de mutation pendant cette cicatrisation. Cette mutation va conduire à la formation d'un cancer. Y a-t-il une cause hormonale dans l'apparition? Cause hormonale. J'ai pas compris la question. Le syndrome de Lynch. Le syndrome de Lynch, c'est une maladie génétique familiale, là où il y a des gènes qui vont coder pour la formation de cancer, donc de l'ovaire, du sein, du côlon et de l'endomètre. Donc, vous allez retrouver des familles là où il y a par exemple, une femme atteinte d'un cancer du côlon, le père kiff, la tante un cancer du sein, la cousine un cancer de l'ovaire, etc. Comme ça peut survenir chez la même personne, c'est-à-dire une même personne qui peut développer ces 4 types de tumeurs. Voilà, donc quelles sont les situations? Donc le traitement hormonal de la ménopause, l'endométriose, l'infertilité, surtout l'infertilité. Par exemple, une femme qui a eu 4 enfants, elle a eu 4 grossesses, donc 9 mois et 9 mois et 9 mois et 36 mois de repos, il n'y a pas d'ovulation. Par contre, une femme infertile, son ovaire, il a ovulé pendant toute sa période d'activité génitale et donc elle sera plus exposés à faire un cancer de l'ovaire. Le syndrome des ovaires polykystiques, l'obésité, le diabète, etc. Les facteurs toxiques, l'exposition professionnelle à certains composés aromatiques, le benzène par exemple, et certains benzodiazépines et antidépresseurs. Ça, c'est statistiquement parlant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation directe scientifiquement prouvée, comme par exemple le diabète et les substances toxiques. Il n'y a pas de relation cause à effet, mais on a constaté statistiquement parlant qu'il y a une relation entre, il y a une fréquence plus importante, le SOPK, il est impliqué, donc le pourcentage des femmes qui sont porteuses d'un cancer de l'ovaire et qui sont en même temps porteuses d'un SOPK est plus important, c'est-à-dire statistiquement parlant, il est plus important que le nombre de femmes qui ne sont pas porteuses d'une dystrophie ovarienne. Voilà. Les facteurs protecteurs, toutes les situations permettant de diminuer le nombre d'ovulations au cours de la vie reproductive. On a parlé de la multiparité, l'allaitement maternel, surtout lorsqu'il est exclusif et prolongé. La longue durée de contraception orale, vous voyez dans ces 3 situations, le nombre d'ovulations, il est vraiment réduit. L'hystérectomie et la ligature de trompe, on a vu, donc on a constaté qu'après élimination, du contact entre le liquide des trompes et l'ovaire, on a constaté que ça va diminuer la fréquence du cancer de l'ovaire parce que ces substances-là vont entraîner une inflammation de la paroi ovarienne et donc une cicatrisation et risque de mutation. Donc, lorsqu'on interrompt le contact entre le reste du trait du TG contre le cancer de l'ovaire, ça ne veut pas dire qu'on va faire une ligature de trompe chez toutes les femmes. L'activité physique régulière et l'alimentation équilibrée riche en fibres et en vitamine A, on a constaté que ça protège et l'exposition solaire, en rapport avec la richesse en vitamine D. On a donc maintenant, on sait c'est quoi un kyste, c'est quoi une tumeur, c'est quoi
organique, c'est quoi? Fonctionnel, les différents types. Maintenant, comment on va diagnostiquer? Le diagnostic, il est difficile au début. Les cancers ovariens sont si cliniques apparaissent à un stade avancé. Ça, on parle d'un cancer de l'ovaire, mais en général, quelles sont les circonstances de découverte d'une tumeur ou bien d'un kyste de l'ovaire? Soit une gêne ou une pesanteur pelvienne. Donc ça, lorsqu'on arrive au stade gêne ou bien pesanteur, ça veut dire que la tumeur a acquis un certain volume, une certaine lourdeur et euh, donc une certaine lourdeur qui peut se ressentir sous forme d'une gêne ou pesanteur pelvienne. La constatation d'une voussure pelvienne, kiff, ça veut dire que la masse elle est suffisamment grosse pour qu'elle apparaisse visiblement. Les troubles du cycle, ça concerne surtout les kystes fonctionnels, les dysménorrhées, les spanioménorrhées, voire les aménorrhées, plus rarement les métrorragies. Les signes de compression vésicale et rectale, lorsque la masse présente une compression antérieure, ça va donner surtout des pollakiuries. Et lorsqu'elle est prolabée dans le Douglas, elle va comprimer le rectum et donc ça va donner des faux besoins, des ténesmes, un syndrome rectal. Parfois, la tumeur, elle peut être révélée par une complication. Donc, une torsion d'un kyste, une rupture d'un kyste, une hémorragie intrakystique, le plus souvent, donc intrakystique, ou bien une infection, surtout en cas d'effraction d'un kyste dermoïde qui est très, très rare. Donc, la paroi du kyste dermoïde, elle est vraiment épaisse et le risque qui va se rompre et se surinfecter est vraiment rare, mais ça existe. Ou bien une découverte systématique lors d'une consultation, un toucher vaginal, une échographie, un suivi de grossesse. Donc, on va découvrir la présence d'un kyste ou bien d'une tumeur ovarienne. L'altération de l'état général ou bien l'acide, ça, c'est dans le cadre de cancer de l'ovaire vraiment avancé avec des métastases et un syndrome paranéoplasique. À l'interrogatoire, quels sont les éléments anamnéstiques? Donc, je vais vous expliquer la torsion. La torsion, on va l'expliquer par la suite, les complications, la torsion de l'ovaire. L'interrogatoire, on doit préciser l'âge de la patiente, c'est important, c'est un facteur de risque. Les antécédents de la patiente, surtout les antécédents familiaux de cancer de l'ovaire, les facteurs de risque, on va rechercher les facteurs de risque et les signes fonctionnels. Donc, l'examen clinique. Donc, je m'excuse, l'examen clinique. On doit évaluer l'état général, bien sûr, à la recherche d'une altération de l'état général, surtout la perte de poids. Donc, la perte de poids, elle est fréquente en cas de cancer de l'ovaire avancé. L'examen du pelvis, à l'inspection, on cherche une voussure, une asymétrie ou bien un abdomen distendu. À la palpation, donc, on doit préciser les caractéristiques sémiologiques d'une masse pelvienne. L'examen des aires ganglionnaires, donc les aires, surtout donc les aires inguinaux et le ganglion de Troisier. La percussion, donc pour faire la différence entre kyste et ascite, lorsqu'on a une matité au niveau de l'hypogastre, vous savez que pour les kystes, la matité, elle est à bord supérieur convexe et l'acide, elle est à bord supérieur concave. L'examen gynécologique proprement dit, au spéculum, on peut tomber sur une déviation du col, donc le col qui va être refoulé vers le côté contralatéral à la masse. On peut trouver une masse cervicale dans le cadre d'une extension locorégionale et on doit réaliser un frottis si celui-ci n'a pas été fait dans les 3 ans. Le toucher associé au palpé, voire un toucher rectal, il va nous mettre en évidence un comblement des culs-de-sac, donc les 2 culs-de-sac
latéraux et le cul-de-sac postérieur, et le signe de sillon de séparation. C'est important, le sillon de séparation, c'est pour faire la part des choses entre une masse qui fait partie de l'utérus, donc une masse latérale qui fait partie de l'utérus, et une masse annexielle. Donc, comment on va faire? Donc, on va rechercher, est-ce qu'il y a un pont tissulaire qui va relier la masse à l'utérus? Donc, d'abord, on va mettre la main sur la fosse iliaque correspondante à la masse et on va d'abord mobiliser l'utérus via le col. On mobilise le col pour mobiliser l'utérus. Si la masse, elle va bouger dans les deux sens latéral, ou bien antéro-postérieur, c'est-à-dire qu'elle fait partie de l'utérus. Si elle ne bouge pas, elle peut être annexielle comme elle peut être fixée. Et on doit faire un toucher profond au niveau du cul-de-sac correspondant. Par exemple, si on a une masse gauche, on va mettre la main vaginale au niveau du cul-de-sac latéral gauche, vaginal, et l'autre main, elle va rechercher à toucher la main vaginale, c'est-à-dire les deux mains, lorsqu'elle arrive à se rejoindre à travers la paroi abdominale, c'est une masse annexielle. Si on n'arrive pas à pelvienne, donc c'est une masse qui fait partie de l'utérus et il y a du tissu qui va relier la masse à l'utérus. Et ça c'est surtout pour les fibromes latéraux. Lorsqu'on a un myome du bord latéral de l'utérus, il peut prêter confusion avec une tumeur ovarienne. J'espère que c'est clair pour le sillon de séparation. Lorsqu'on a une masse, on doit préciser donc ses caractéristiques, sa taille, sa mobilité, sa consistance. Est-ce qu'il y a des signes d'irritation péritoniale, douleur à la mobilisation utérine, un cri de Douglas, etc. Et examen systématique des seins, puisqu'on a dit qu'il y a des formes concomitantes entre cancer de l'ovaire, cancer du sein, dans les types génétiques héréditaires. Maintenant, on a recueilli des éléments anamnéstiques, on va demander des... Pouvez-vous enregistrer le cours? Oui, bien sûr. Je vais voir. Normalement, l'enregistrement est automatique. Je vais voir s'il va être enregistré. Je vais le diffuser dans le groupe. Donc, examen paraclinique, qu'est-ce qu'on doit demander? Premier examen à demander, donc examen de première intention, c'est l'échographie. Bien sûr, c'est l'échographie pelvienne. Elle doit être d'abord suspubienne pour permettre une vue générale, une vision générale de l'ensemble du pelvis, puis une endovaginale pour la précision. C'est l'examen de première intention, c'est l'examen de référence lorsqu'il est fait donc par un référent. La suspubienne, bien sûr, je rappelle que l'examen échographique suspubien, il se fait à vessie vide et l'endovaginal après vidange de la vessie. Il précise la localisation, c'est-à-dire droite ou gauche, le nombre, est-ce que c'est un seul kyste ou plusieurs kystes, la taille sur l'axe, le grand axe et le petit axe, ou bien le diamètre lorsque la tumeur elle est vraiment ronde, la forme, rond, ovale, rectangulaire, etc. Les limites, est-ce que cette tumeur est bien limitée ou bien mal limitée, la paroi, est-ce qu'elle est fine ou bien épaisse, l'écostructure, est-ce que c'est homogène, anéchogène, ou bien est-ce qu'il y a plusieurs écogénécités, surtout par exemple dans le kyste dermoïde, est-ce qu'il y a un épanchement liquidien, une acide associée, la vascularisation de la paroi ou bien de la tumeur organique au Doppler, tout ça va nous rapporter des éléments précieux pour le diagnostic. Maintenant, quels sont les critères de bénignité d'un kyste de l'ovaire? Lorsqu'on a un kyste unilatéral, uniloculaire, c'est-à-dire dans un seul ovaire et il est formé par une seule cavité. Lorsque sa taille est inférieure à 7 cm, lorsque sa paroi est fine et ses contours sont réguliers, lorsque son écogénicité liquidienne est homogène, c'est-à-dire noire sans qu'il y ait aucune formation tissulaire hyperécogène,
lorsqu'on a absence de cloison et des végétations, c'est-à-dire il n'est pas séparé par un tissu, il n'y a pas du tissu qui fait saillie à l'intérieur, et l'absence d'acide. Tout ça, et l'absence de vascularisation anarchique de la paroi au Doppler. Tous ces critères, lorsqu'ils sont associés, on parle d'un kyste ovarien bénin. Si un des critères, il va manquer, par exemple lorsque le kyste est bilatéral ou bien multiloculaire, lorsqu'il est de grande taille, lorsque la paroi est épaisse, les contours irréguliers, il est hétérogène, lorsqu'il y a des cloisons, il y a des végétations, il y a de l'acide, il y a une vascularisation anarchique. Donc tout ça, ça nous oriente vers la malignité. Voilà un kyste, donc l'aspect d'un kyste fonctionnel. Donc vous voyez, il est bien tendu, il est rond presque ovoïde, sa paroi est fine et il est folliculaire. Ça, c'est un kyste fonctionnel de type lutéal. Donc vous voyez, il est plus petit et sa paroi est beaucoup plus épaisse par rapport à la première tumeur. Donc ça, c'est la paroi. On va prendre la mesure ici. Et ça, c'est la paroi du kyste lutéal. Quelques pièges échographiques. Donc, premier piège, donc ça, c'est un kyste fonctionnel hémorragique. Donc, lorsqu'on a une hémorragie intrakystique, le contenu, il ne devient plus anéchogène, il devient échogène. Et pourtant, après l'opération, c'était un kyste folliculaire. Donc, le sang, il va fausser la piste. Ça, c'est un caillot sanguin. Donc, ça, c'est un stade d'hémorragie intrakystique qui va persister. Donc, cette hémorragie, elle va persister et le sang va se coaguler et va donner un caillot sanguin, un gros caillot sanguin. Et pour autant, c'est un kyste fonctionnel. Donc, cet aspect, donc, il va prêter confusion avec un kyste multiloculaire, mais ce sont des kystes FID, c'est-à-dire c'est une interposition entre notre kyste fonctionnel et d'autres follicules. C'est une interposition seulement, ça ne fait pas partie du kyste. Ça, c'est une image qui va vous montrer la présence d'une cloison de séparation. Donc, vous voyez que c'est un kyste qui est séparé par une cloison intrakystique. Ça, ce sont des végétations. Donc, pour vous faire une illustration des végétations. Les végétations, ce sont des tissus qui vont faire saillie à l'intérieur du kyste. Et pour faire la part des choses entre végétation et caillot sanguin, c'est simple. Soit on change la position de la patiente. Lorsque c'est un caillot, il est le plus souvent, il n'est pas adhérent, donc il va changer de position. La végétation, elle est implantée dans la paroi kystique, donc elle ne va pas changer de position. Ou bien lorsqu'on a le Doppler, on va émettre donc le Doppler couleur. Le caillot, il ne va pas prendre le Doppler. Par contre, la végétation, c'est un tissu vascularisé, donc il va prendre le Doppler. Voilà. Ça, c'est un kyste multiloculaire. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs cavités liquidiennes. Et à l'anapate, c'était un kyste séreux. Là, c'est le même type, c'est un kyste séreux, mais c'est un cancer. C'est-à-dire à l'anapate, c'était un cystadénocarcinome. Hada, un cystadénome séreux. Hada, un cystadénocarcinome. Vous voyez qu'il est quand même mal limité. Il est plus hétérogène que celui-là. Donc là, c'est pas des kystes ni follicules, ni plutôt, c'est pas un kyste multiloculaire, c'est plusieurs kystes fonctionnels. C'est dans le cadre de l'hyperstimulation ovarienne, c'est-à-dire lorsqu'il y a plusieurs follicules qui vont se développer simultanément suite à une stimulation par des médicaments. Et lorsqu'on va déclencher, donc on aura une lutéinisation de plusieurs follicules en même temps. Et donc, chacun de ça, c'est un kyste fonctionnel. Mais le contexte, il est particulier. Donc, le contexte, il est facile à faire. Donc, c'est facile de faire la part des choses entre un kyste fonctionnel et une hyperstimulation ovarienne.
Donc, ça, c'est un kyste donc, dermoïde, par exemple. Là, c'est lorsque le kyste dermoïde, il est formé d'un seul secteur, c'est-à-dire un seul type cellulaire, c'est du tissu graisseux. Là, par contre, c'est un kyste dermoïde bilatéral. Donc, vous voyez ici, c'est l'utérus. Et ici, c'est les deux kystes, donc bilatérales, et on a plusieurs tonalités. On a le tissu calcique, le tissu graisseux, la partie liquidienne, etc. Ça, c'est le kyste dermoïde. Je vais vous montrer par la suite une coupe macroscopique anatomopathologique d'une vraie pièce opératoire et vous allez voir que ça peut contenir beaucoup de tissus. Après, si l'échographie n'arrive pas à trancher, donc n'arrive pas à poser le diagnostic, surtout quant à l'appartenance, parfois c'est difficile de dire est-ce que c'est un kyste ovarien, est-ce que c'est intestinal, etc. On peut demander une IRM ou bien un scanner. Donc, c'est un complément du bilan en cas de doute sur l'appartenance ovarienne ou bien en cas de suspicion de malignité. Ça sert en même temps à faire un bilan d'extension loco-régional. Lorsque le diamètre est plus de 7 cm, on est dans l'obligation de compléter par une IRM pelvienne. L'IRM, elle va fournir des informations sur le péritoine, donc à la recherche de carcinose péritonéale, donc des nodules carcinomateuses, euh, carcinomateux, ou bien l'épiplan. Lorsque l'épiplan est épais, donc ça peut, vous allez voir la classification que l'atteinte de l'épiplan, elle va modifier la classification FIGO. Les aires ganglionnaires, la même chose. Lorsqu'on a des adénopathies, on doit faire un PET scan. Le PET scan, c'est important. Pourquoi? Parce que l'IRM, en fait, elle va nous dire il y a des adénopathies, mais elle ne va pas nous dire est-ce que ce sont des adénopathies réactionnelles ou bien métastatiques. Lorsqu'on fait un PET scan, ça va se colorer. Donc, les ganglions métastatiques, ils vont se colorer en noir. Ils vont émettre un signal pour dire que ce sont des adénopathies métastatiques et non pas fonctionnelles. Le dosage de la CA125, c'est un marqueur tumoral spécifique donc des tumeurs de l'ovaire. S'il y a une suspicion de malignité, on doit le demander. Il ne sert pas au diagnostic, mais à la surveillance. Et chez la femme ménopausée, donc on doit impérativement le demander. La celluloscopie diagnostique, si l'IRM ou bien le scanner n'arrive pas à trancher, on sera dans l'obligation de jeter un coup d'œil directement par une celluloscopie diagnostique pour diagnostiquer la nature du kyste et pour explorer la cavité péritonéale et abdominale et donc faire une classification FIGO. Et pour juger la faisabilité, c'est pas évident de dire est-ce qu'il y a des adhérences, est-ce qu'il y a une extension, est-ce que c'est opérable ou bien n'est pas opérable. Lorsqu'on fait une celluloscopie, on va voir directement, on peut prélever donc pour l'anatomopathologie et on peut dire qu'il n'y a rien à faire par exemple, ou bien par contre, on peut faire une exérèse chirurgicale. Donc voilà une IRM pelvienne. Donc ici, vous avez l'utérus. Ici, vous avez le rectum. Ici, vous avez le vagin. Ici, vous avez la vessie. Donc, vous voyez que la vessie, elle est écrasée par cette masse à contour bosselé, donc sans qu'il y ait une extension vers la vessie. Donc, ça, c'est un cancer de l'ovaire. Donc, vous voyez cette image. Donc, c'est une tumeur qui va présenter un rehaussement en T1 à l'IRM après suppression du signal de graisse. Et ça, c'est un endométrium. Donc, l'endométrium a des signes pathognomoniques à l'IRM. Le diagnostic différentiel, bien sûr, le diagnostic différentiel, c'est l'étape avant la confirmation diagnostique. Lorsqu'on a une masse latéro-utérine, ça peut prêter confusion avec une grossesse extra-utérine, une pathologie tubaire, surtout les hydrosalpinx. C'est très important de le
faire la différence entre un kyste ovarien et un hydrosalpinx. L'hydrosalpinx, l'image, elle est en boudin et il y a des cloisons incomplètes. Par contre, le kyste ovarien, donc, il est beaucoup plus rond et beaucoup plus périphérique. Un myome sous-séreux pédiculé, c'est important. Donc, ça se fait surtout à l'échographie ou bien pour la main expérimentée, au toucher combiné au palpé, à la recherche d'un signe de sillon. On a une question. C'est quoi le signe évocateur de l'endométrium? Voilà, je vous ai dit qu'à l'IRM, l'endométrium, il a 3 images différentes. En T1 normal, en T2 et en T1 après suppression de signal de graisse. Donc, il a une coloration noire en T2, donc grise en T1 et après suppression de signal de graisse, ça va être blanc. Donc, c'est évocateur. Ce n'est pas un signe, mais c'est le changement de couleur de la masse à l'IRM. Voilà. Les tumeurs appartenant à d'autres structures, donc pelviennes, une tumeur du sécom ou du sigmoïde, une tumeur de la vessie ou de l'urtère pelvien, une tumeur adhérents du pétoral qui peuvent contenir du liquide entre les feuillets, etc. On arrive à la classification FIGO. Donc, la classification est basée sur l'IRM, plus ou moins la solution diagnostique. Donc, vous d'apprendre cette classification. Donc, il faut savoir qu'il y a 4 stades. Le stade 1, la tumeur, elle est limitée aux ovaires. Donc, pour vous, il suffit d'apprendre ça. Mais pour plus de précision, je vais vous détailler la classification. Le stade 1A, c'est une tumeur qui est limitée à un seul ovaire. Le stade 1B, c'est une tumeur qui est localisée, limitée à l'ovaire, mais qui est bilatérale. Donc, les 2 ovaires, mais à l'intérieur de l'ovaire. Le stade 1C, c'est une tumeur ovarienne avec effraction de la paroi de l'ovaire et avec cytologie péritonéale positive. C'est-à-dire, je vais vous parler par la suite de la conduite à tenir, que lorsqu'on opère une masse ovarienne, un kyste ou bien une tumeur, la première chose à faire, c'est de faire un prélèvement, une cytologie péritonéale. C'est-à-dire, on va prendre une seringue stérile et on va prélever du liquide. Lorsqu'il y a du liquide, ou bien on va faire un petit lavage au sérum pour l'envoyer à la cytologie. C'est important pour préciser s'il y a atteinte donc péritonéale ou non, parce que si on n'a pas effraction de la capsule de l'ovaire, les cellules ne vont pas passer à la cavité péritonéale. Mais lorsqu'on a une effraction, même microscopique, il y a passage des cellules et donc ça va nous faire passer de stade 1 à B, d'un stade 1A ou bien 1B à un stade C. C'est important de le faire. Le stade 2, c'est une tumeur étendue, mais qui reste au niveau du pelvis. Donc, étendue aux annexes, étendue au vagin, étendue à la séreuse, etc. Le stade 3, c'est une tumeur étendue, non pas au pelvis, mais à l'abdomen. Donc, ça va sortir du pelvis et ça va toucher l'abdomen, donc que ce soit l'urtère, donc la partie de l'urtère, les autres viscères, la partie donc les organes digestifs. Lorsqu'elle est macroscopique ou bien microscopique, c'est important. Ça va nous faire passer de stade 3B à un stade 3C. C'est un peu compliqué pour vous, mais il faut juste apprendre les titres. Limité aux ovaires, 2 étendu au pelvis, 3 étendu à l'abdomen. Et le stade 4, c'est les métastases viscérales, c'est-à-dire hépatiques, pulmonaires, cérébrales, osseuses, etc. Ou bien l'apparition d'un épanchement pleural avec à la ponction de plèvre la présence de cellules néoplasiques métastatiques. Donc voilà les 4 types de de la classification FIGO du cancer de l'ovaire. Quelles sont les complications maintenant? Les complications donc d'une masse de l'ovaire. Lorsque une masse, donc je vais expliquer la torsion d'annexe pour l'étudiante qui a posé la question. Donc vous savez que la trompe, elle va sortir de la corne de l'utérus.
Puis, elle va être reliée à l'ovaire par la frange de Richard. Donc, l'ovaire, il est relié à la trompe. Les deux sont vascularisés par des vaisseaux qui vont loger dans le méso. Donc, le mésosalpinx, il est accolé au méso-ovarium, c'est-à-dire que les vaisseaux de la trompe sont en contact ou bien en continuité avec les vaisseaux de l'ovaire. Lorsque l'ovaire, il va contenir une masse, et lorsque cette masse, elle est lourde et libre, lourde, c'est-à-dire le poids taha, lourd, même si le volume est petit, lorsqu'elle est lourde et lorsqu'elle est libre, c'est-à-dire que la masse n'est pas adhérentielle à la paroi ou bien à l'utérus, etc. Lors d'un changement de position, d'un geste brusque, d'un rapport sexuel, d'une activité sportive, etc., cette masse lourde, elle va changer de position dans le pelvis et elle peut entraîner avec elle l'axe vasculaire de toute l'annexe. Et ça peut se tordre en un tour de spire, deux tours de spire, trois tours de spire, etc. Et lorsque ces spires sont suffisamment serrés pour arrêter le flux sanguin, on aura donc une ischémie, voire une nécrose de l'annexe. Et c'est le stade d'ischémie qui va nous donner le tableau d'abdomen chirurgical. Donc, tout ce qui est abdomen en bois, la douleur, l'irritation péritonéale avec les vomissements, la diarrhée, le signe du psoïtisme, c'est-à-dire l'impossibilité de faire une flexion-extension du membre supérieur par irritation du muscle psoas, etc. C'est tout un tableau bien particulier. Après, la deuxième complication, c'est la rupture d'un kyste. Pourquoi on a une rupture d'un kyste? Parce que des fois, la paroi, elle est aussi fine, elle est très fine, et lorsque le kyste il va augmenter de volume, cette pression intrakystique va augmenter et parfois, elle va être supérieure à la résistance de la paroi et donc ça va s'éclater en un point de fragilité et ça va entraîner une douleur aiguë qui est suivie par un fond douloureux qui est moins intense, mais qui est constant dans le temps et qui est secondaire à l'irritation du péritoine par le liquide déversé dans la cavité péritonéale. L'hémorragie intrakystique, c'est lorsque la paroi est très vascularisée, le kyste il va augmenter, ou la tumeur mixte, elle va augmenter de taille et parfois elle peut éroder un vaisseau. Et ce vaisseau, il va commencer à saigner à l'intérieur du kyste. Le kyste il va se remplir de sang et il va augmenter de volume de façon brutale, entraînant une douleur pelvienne aiguë. Et il peut se rompre suite à cette augmentation de pression brutale. La compression des organes de voisinage, ça c'est simple, c'est mécanique. Lorsqu'on a une compression antérieure, c'est la vessie, postérieure, c'est le rectum, latérale, c'est parfois les vaisseaux iliaques, parfois, donc ça peut entraîner des œdèmes de membres inférieurs, parfois c'est les nerfs, les douleurs à type de sciatique, etc. La surinfection, c'est lorsqu'on a une brèche au niveau du kyste et donc ça peut se surinfecter et parfois ça peut donner un abcès pelvien. Maintenant, on a diagnostiqué, on a classé comment on va prendre en charge cette patiente. Nos moyens, d'abord, on a le moyen le plus basique, c'est l'abstention thérapeutique. On va voir dans quelle indication. La chirurgie, donc on commence toujours par un prélèvement pour cytologie péritonéale, ça on en a parlé, quelle que soit la voie d'abord, par cœlioscopie ou bien par laparotomie. On doit faire ce prélèvement. Maintenant, le geste chirurgical, il peut consister à une kystectomie, c'est-à-dire ablation du kyste seul et tout en laissant en place le parenchyme ovarien restant. Ça peut être une ovariectomie lorsque la masse est suffisamment grosse pour bouffer tout l'ovaire, donc il n'y a plus d'ovaire fonctionnel. Ou bien une annexectomie emportant la trompe. On va voir qu'il y a des indications pour l'annexectomie. Donc, de façon référentielle, on fait tout ça par cœlioscopie ou bien parfois par laparotomie en cas de contre-indication à la cœlioscopie. La chirurgie pour le cancer de l'ovaire, donc on va voir par la suite, c'est une chirurgie qu'on appelle chirurgie de réduction tumorale maximale. C'est-à-dire, c'est un traitement complet, un traitement carcinologique par laparotomie qui consiste à enlever l'utérus
avec son col, donc hystérectomie totale, avec annexectomie bilatérale, on enlève les deux trompes, les deux ovaires, une omentectomie partielle, on enlève une partie du grand épiplan, une appendicectomie de principe, une lymphadénectomie, c'est-à-dire un curage ganglionnaire des ganglions pelviennes, donc des aires pelviennes, il y a un obturateur externe et interne, et lombo-aortique, c'est-à-dire on va monter avec l'aorte pelvien et on doit faire le curage tout autour. Et des biopsies péritonéales multiples, on fait des prélèvements au niveau du péritoine antérieur, postérieur et latéral droit et gauche. Donc voilà la chirurgie de réduction, du site de réduction maximale. Après la chirurgie, on a les thérapies adjuvantes. Les thérapies adjuvantes, on a la chimiothérapie. Le cancer de l'ovaire, il est très chimiosensible. Donc, vous devez les تحفظوهم dans vos têtes. Le cancer du col, il est très radiosensible, il n'est pas chimiosensible. Le cancer de l'ovaire, il est très chimiosensible, il n'est pas radiosensible. Donc la chimiothérapie, c'est pour l'ovaire, la radiothérapie, c'est pour le col, et l'endomètre, c'est l'intermédiaire. C'est pour ça qu'on fait une radiochimiothérapie concomitante. Donc j'espère que c'est clair pour les trois types de cancers. Donc, la chimiothérapie dans le cancer de l'ovaire, elle est basée sur deux molécules. Donc, le Taxol, donc une molécule récente, c'est le Taxol et les sels de platine, donc 6 platines, ou la carboplatine. Le schéma, c'est le carbotaxol. Donc, ce sont plusieurs séances, donc chaque 21 jours. Ça peut être néo-adjuvante avant ou bien ça peut être adjuvante yani après. Agent anti-angiogénique, donc l'Avastin. L'Avastin, c'est une molécule ciblée, c'est-à-dire c'est une molécule qui va cibler les cellules tumorales, certains récepteurs des cellules tumorales, et c'est une thérapie nouvelle, récente, mais qui coûte très, 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 très cher. Ça coûte des centaines de millions. Voilà, elles ne sont pas radiosensibles. Mesures associées, dans tous les cas, quelle que soit l'indication, on doit prendre en charge les effets secondaires de la chimiothérapie, on doit prendre en charge la femme sur le plan psychologique, donc l'accompagnement psychologique, et on va faire une surveillance régulière après le geste chirurgical. Quelles sont les indications? D'abord, pour le kyste fonctionnel, lorsqu'on est sûr cliniquement et échographiquement que c'est un kyste fonctionnel, on doit faire une abstention thérapeutique, c'est-à-dire on ne fait rien. On fait des contrôles ultérieurs, surtout le premier contrôle après 3 mois. Avant, les médecins prescrivaient un blocage par une contraception œstroprogestative combinée, mais actuellement, c'est délaissé parce qu'on sait que ce kyste, il va disparaître avec ou sans blocage de l'activité ovarienne. Donc, on va le laisser donc, disparaître tout seul, tout en contrôlant après 3 mois. Deuxièmement, pour les kystes organiques avec critères de bénignité, c'est-à-dire que c'est un kyste organique bénin. Là, on fait une chirurgie conservatrice, kystectomie ou bien ovariectomie ou bien annexectomie si la tumeur est très, très volumineuse par cœlioscopie avec étude anapathe. Là, on est sûr que c'est un kyste bénin. Maintenant, si on n'est pas sûr, si cette tumeur est suspecte, on ne peut pas aller faire une cytoréduction maximale. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une annexectomie avec examen extemporané, c'est-à-dire on va ouvrir, on va enlever l'annexe en portant et la tumeur et l'ovaire et la trompe. On va l'envoyer à l'anapathe tout en attendant, c'est-à-dire on ne va pas fermer. On va mettre des champs, protéger notre champ opératoire et on va attendre. L'anatomopathologiste, il a des protocoles pour l'examen extemporané, il y a des coupes à faire, des prélèvements à faire, une lecture bien précise à faire. S'il va nous répondre que malin, on va continuer notre traitement radical vers une cytoréduction maximale. S'il va nous dire que c'est bénin, on va s'arrêter là et le geste va être conservateur.
Lorsqu'on est sûr que c'est malin, donc là, on peut faire une cœlioscopie en premier temps pour confirmer le diagnostic, c'est-à-dire on va faire quelques prélèvements, ou bien, ou bien on peut commencer par une laparotomie xiphopubienne d'emblée, c'est-à-dire soit qu'on ouvre à ciel ouvert et on est sûr, macroscopiquement sûr, lorsqu'il y a un petit doute, on peut faire une cœlioscopie, c'est-à-dire on envoie un seul trocar, on fait un prélèvement, on envoie à la napate. Lorsque l'anatomopathologiste va nous dire que c'est vraiment un cancer, on complète secondairement par la suite par une laparotomie xiphopubienne. Xiphopubienne, c'est-à-dire de l'appendice xiphoïde jusqu'à la symphyse pubienne, parce qu'on va faire plusieurs prélèvements. Maintenant, quelles sont dans les formes limitées au cancer de l'ovaire, dans le stade 1, que ce soit un seul ovaire ou bien les deux ovaires, et si la femme est jeune et si elle désire une grossesse, qu'est-ce qu'on va faire? On est sûr que c'est un cancer, mais la femme, elle désire une grossesse, on fait un traitement conservateur, c'est-à-dire une annexectomie avec cytologie péritonéale, une exploration complète de la cavité, et on va compléter en fonction de résultats anapathes. Ça veut dire, si l'anatomopathologiste va nous dire que vraiment le cancer, il est limité à l'intérieur de l'ovaire, la capsule, elle n'est pas atteinte dans les 360 degrés, là, on va laisser la femme faire des grossesses, c'est-à-dire, Angoulula, vas-y, fais le nombre voulu de grossesses avec une surveillance bien sûr rapprochée. Et après, lorsqu'elle va satisfaire son besoin maternel, on va compléter par une chirurgie de cytoréduction complète. Et on a fait ça la semaine passée, une femme qui m'a un stade 1, FIGO, après l'anapathe, bien sûr, c'était un cyste adénocarcinome séreux, qui est la forme la plus fréquente, entre parenthèses. Elle a eu ces deux grossesses et après, elle est revenue pour le geste et on a fait une hystérectomie avec annexectomie contralatérale et le reste du traitement. Sinon, on fait un traitement radical, c'est-à-dire si elle a suffisamment d'enfants, on fait un traitement radical. Dans les formes avancées, dans les stades 2, 3 et 4, là, donc, la réduction maximale avec exploration de l'abdomen, la cytologie, la lymphadénectomie et les traitements adjuvants. Donc, ça, c'est une iconographie montrant une masse droite, donc c'est la face postérieure de l'utérus avec une masse droite d'aspect bien limité. Donc là, vous voyez qu'on a fait une incision au niveau de la paroi du kyste. Après, par deux pinces, on a fait une traction divergente pour décoller le kyste. Donc, vous voyez donc, que tout ça, c'est la paroi ovarienne. Donc, ce que vous voyez ici, ce n'est pas le kyste en lui-même, c'est la paroi ovarienne. Le kyste, c'est à l'intérieur de l'ovaire. Donc, ça, c'est macroscopiquement un kyste dermoïde. Ça, c'est un kyste dermoïde à la coupe, après une coupe. Là, c'est un tissu graisseux à l'intérieur. Le tissu graisseux peut contenir du sébum et des cheveux. Ça peut contenir des dents, donc comme ici, à la coupe, on a retrouvé de la gencive et une incisive. Donc ça, c'est une tumeur bénigne volumineuse. Et ça, c'est après l'ablation. Donc ça peut... on a enlevé une tumeur de 30 kg et qui est bénigne. Donc comme vous voyez, donc, vous voyez la différence entre ça, vous voyez que c'est bien limité, c'est libre dans la cavité, et ça, c'est l'aspect bourgeonnant en chou-fleur, avec des plages de nécrose et d'hémorragie. Donc ça, c'est une pièce d'hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale et domentectomie. Vous voyez qu'il y a une atteinte importante des deux ovaires, de l'utérus et de la graisse, c'est-à-dire de l'épiplan. Voilà une autre pièce opératoire.
image du carcinome péritonéal avec dans le liquide d'acide. Et ça, c'est les taches de bougie ou bien la carcinose péritonéale. On a une question. Est-ce qu'il y a risque de dissémination en cas de biopsie par cœlioscopie? Au fait, on ne va pas faire une effraction lorsque l'ovaire est… quand est-ce qu'on va faire une cœlioscopie primaire avant la chirurgie? On a une forme avancée. On a une forme avancée, mais on n'est pas sûr que c'est un cancer. Donc, lorsqu'on va faire le prélèvement, c'est pas nous qui vont disséminer. Le cancer, la masse est déjà étendue. Parfois, on fait la biopsie sur le péritoine, sur l'épiplan ou bien sur la partie bourgeonnante de la tumeur. Donc, lorsque la forme est bien limitée, on ne va pas faire de biopsie. Ce n'est pas nous qui vont faire l'extraction de la capsule. Voilà. On va passer. Voilà, l'atteinte de l'épiplan. Donc, il va être cartonné avec plusieurs nodosités. Le pronostic, il dépend, il y a les critères histopronostiques. Le pronostic, il répond de la précocité du diagnostic, c'est-à-dire qu'il est bon dans les stades 1, il est plus mauvais dans les stades 2, 3 et 4. Le grade histologique, ce sont des grades établis par l'anatomopathologiste et qui sont liés à la virilité de la tumeur. Plus la tumeur est virulente, plus le grade est élevé, l'agressivité, les caractères complets ou non de l'exérèse chirurgicale. Lorsqu'on est sûr qu'on a tout enlevé, le pronostic est meilleur que lorsqu'on laisse quelques bourgeons au niveau du péritoine, mais le pronostic global est sombre. Malgré tout ça, le pronostic reste sombre et 70% des patientes ont une extension abdominale au moment du diagnostic. Le taux de survie à 5 ans, il est de 80-90% au stade 1 versus moins de… Attendez, je m'excuse. Voilà. Par contre, il est moins de 5% au stade 4. Vous voyez, entre 80-90 et 5%, il y a vraiment une grande différence. En conclusion, c'est un cancer de dépistage très difficile. Il n'y a pas de dépistage. Ce n'est pas comme le cancer du sein ou bien le cancer du col. Il n'y a aucun moyen de dépistage. Le diagnostic est souvent tardif après une extension pelvienne, voire abdominale, et son pronostic est sombre. Donc, voilà une image qui nous montre les 4 formes de kystes les plus fréquemment retrouvées. Ça peut être un kyste dermoïde, ça peut être un kyste fonctionnel folliculaire, ça peut être donc un cystadénome séreux, c'est-à-dire une tumeur bénigne, ou bien ça peut être un endométrium. Donc, ça, c'est une tumeur germinale, ça, c'est un kyste fonctionnel, ça, c'est une tumeur épithéliale et ça, c'est l'autre type, le cas particulier de l'endométrium. Ce sont les 4 types anatomiques parmi les autres et la totalité des formes des kystes qu'on retrouve en consultation. Et voilà. Donc, j'attends vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Donc, j'attends vos questions. S'il vous plaît, postez les diapos sur le groupe, c'est très intéressant et merci. Normalement, ce cours, il est sur la plateforme. Si vous n'arrivez pas à récupérer mes cours sur la plateforme de la faculté, si vous voulez, je peux mettre les 4 cours dans le groupe. Si ça vous intéresse, je vais vous partager les 4 cours sur le groupe. Le signe du sillon, oui. Donc, on découvre une tumeur lors d'une grossesse, on fait quoi? On va répondre. Il y a des kystes fonctionnels moins… Il n'y a pas de kyste fonctionnel moins de 3 cm. Lorsqu'on découvre une tumeur lors de la grossesse, lorsque le kyste ou bien la tumeur est bénigne ou bien fonctionnelle, on ne fait rien.
Lorsque la masse, elle augmente de façon importante, elle augmente de volume de façon importante, on peut l'opérer, mais au deuxième trimestre, jamais au premier trimestre, parce qu'on peut enlever l'ovaire responsable de la sécrétion de progestérone qui va maintenir la grossesse. Lorsque c'est un cancer, donc au premier trimestre, on fait une ITG, interruption thérapeutique de grossesse, et on va donc faire le geste radical. Si au deuxième, troisième trimestre, on fait une surveillance stricte, on laisse la grossesse évoluer, on fait l'extraction dès la maturation pulmonaire et après on fait un geste radical. Du fastant dans les kystes fonctionnels, aucune place. Aucune place des progestatifs dans les kystes fonctionnels. Pour les kystes fonctionnels, c'est l'abstention. Pourquoi les médecins cabinards prescrivent du fastant? Parce que la patiente, elle doit sortir avec une ordonnance. Voilà. Mais la tanfa wa la tadur. Voilà. Le signe du sillon de séparation. Imaginez qu'on a deux femmes. Une femme qui a un fibrome sous-séreux latéral droit et l'autre femme qui a une tumeur ovarienne droite. Dans le premier cas, chez la première femme, lorsqu'on place le col entre les deux doigts du toucher vaginal et l'autre main sur la fosse iliaque droite, lorsqu'on fait une mobilisation du col et que la masse, elle va se mobiliser avec l'utérus, ça veut dire qu'elle fait partie de l'utérus parce que c'est un fibrome utérin. Chez l'autre femme, lorsqu'on fait la mobilisation, la masse ne va pas bouger. dit premièrement. Deuxièmement, chez la première femme, lorsqu'on place les doigts au niveau du cul-de-sac vaginal droit et l'autre main, elle va rechercher les doigts vaginaux, c'est-à-dire qu'on doit comprimer la paroi pour faire rejoindre les doigts à travers la cavité utérine, c'est-à-dire on cherche à séparer la masse de l'utérus. Si on arrive, si nos doigts se touchent, c'est-à-dire que c'est une masse annexielle. Il y a une séparation entre l'utérus et la masse. C'est positif chez la deuxième femme. Chez la première femme, on n'arrive pas parce qu'il y a un pont tissulaire. Le fibrome, il est lié à l'utérus. Donc, nos doigts n'arrivent jamais à se joindre. Et c'est vraiment difficile à faire en cas d'obésité. La femme, elle doit être vraiment maigre, la paroi vraiment souple et la main très expérimentée. Après combien de temps la grossesse est possible après un geste chirurgical? Si le geste est conservateur, c'est-à-dire on n'a pas enlevé bien sûr l'utérus, la femme, elle peut tomber dès le cycle suivant parce qu'on n'a pas touché l'utérus. On n'a pas touché l'utérus, donc la femme, elle peut tomber enceinte même dans les mois qui suivent. Il n'y a pas de délai. Ce n'est pas comme un utérus cicatriciel. Il y a un délai après un utérus cicatriciel. C'est quoi la différence entre la dystrophie kystique de l'ovaire et un kyste fonctionnel? Et est-ce que la progestérone naturelle peut être un traitement? La dystrophie ovarienne. La dystrophie ovarienne, c'est lorsqu'on a un terrain hormonal avec une hyperandrogénie. La paroi kystique, la paroi ovarienne, elle est épaisse et il y a une augmentation du volume de plusieurs follicules en même temps. Il n'y a pas de follicule dominant. Donc, chaque cycle, il n'y a pas donc augmentation d'un follicule dominant. Il n'y a pas ovulation systématique. Il y a des spanioménorrhées. Il y a une dysovulation, c'est-à-dire des cycles firmes ovulation, des cycles non. À chaque fois, il y a augmentation de volume de plusieurs follicules, mais jamais de follicules dominants. Lorsqu'on fait une échographie, on trouve un ovaire multikystique, mais pas de kyste plus de 3 cm. Tous les kystes sont inférieurs à, en général, entre 1 et 1,5 cm et plus de 12 follicules par ovaire. C'est la dystrophie ovarienne. Un kyste fonctionnel, c'est une seule formation qui dépasse 3 cm avec le reste du parenchyme ovarien qui est normal. Est-ce qu'on peut inclure la ménopause tardive comme facteur de risque? Non, la ménopause tardive n'a rien à voir avec le cancer de l'ovaire. Non, on ne peut pas l'inclure. La ménopause tardive, c'est dans le sein et l'endomètre.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, donc vous avez terminé le programme. Reposez-vous et puis, comme je vous ai promis, je vais vous mettre les vidéos après que mon état de santé va s'améliorer. Je vais vous mettre les vidéos et on va discuter de temps en temps. Donc je vous dis bon courage. Allez.